Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette émission spéciale consacrée ce soir évidemment à l'élection présidentielle anticipée. Vous le savez, plus de 24 millions d'Algériens étaient appelés aux urnes ce samedi pour élire leur président de la République. Le vote à l'étranger pour les membres de la diaspora algérienne ainsi que dans les bureaux itinérants pour les populations nomades ainsi que dans les zones reculées et enclavées du sud du pays ayant respectivement commencé le 2 et le 4 septembre dans 117 commissions consulaires pour les premiers et 16 wilayas pour les derniers. L'autorité indépendante des élections qui orchestre les opérations de vote depuis la révision du fichier électoral jusqu'à la proclamation des résultats définitifs de cette présidentielle a mis en place avec les autorités concernées une logistique exceptionnelle pour faire réussir ce rendez-vous électoral. Un scrutin qui, de l'avis de nombreux experts, revêt une importance capitale à la fois pour le renforcement des bases et de la structure démocratique de notre pays et le relèvement des défis socio-économiques à venir ainsi que les enjeux géopolitiques au niveau régional et international. Alors les centres et bureaux de vote ont déjà commencé les opérations de dépouillement des bulletins de vote après leur fermeture. On suivra donc pour vous cette phase cruciale et tout aussi sensible des opérations électorales, la phase de dépouillement avec ensuite évidemment l'annonce par le président de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Chorfi, des résultats provisoires de ces élections. Avec nous pour en parler, nos invités. D'abord, Mohamed Henni, député à l'immigration. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir madame, merci pour l'invitation pour débattre aujourd'hui de cette journée exceptionnelle. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Sami Kaidi, vous êtes journaliste au quotidien Al-Moudjahid, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour votre invitation et par ailleurs je salue les téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Merci beaucoup. Avec nous également le douane Khalif, politologue, spécialiste des questions internationales et aussi nationales. Merci d'être avec nous. Merci et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Mohamed Achir, enseignant universitaire, spécialiste des questions économiques. Merci à vous également d'être parmi nous. On va faire un premier tour de table avant donc de suivre les différents sujets que nous vous proposerons ce soir. Et donc à chaque scrutin présidentiel, on mesure le chemin parcouru qui reste à faire notamment dans la construction et le renforcement, donc je le disais, du processus démocratique chez nous, notamment depuis le dernier scrutin présidentiel. Pour vous, rapidement, qu'est-ce qui caractérise selon vous ce scrutin électif, Mohamed Henni, par rapport à celui de 2019 par exemple? Alors bien évidemment, nous vivons une période d'élection présidentielle anticipée. Donc il y a eu une campagne électorale qui était très animée avec des meetings organisés par les trois candidats. Donc un candidat, donc en l'occurrence le président sortant, qui avait un bilan à défendre avec toutes les réalisations effectuées pendant les 5 dernières années, et deux autres candidats qui présentaient deux programmes différents. Donc ce qui est à relever déjà, c'est cette période de campagne électorale qui s'est passée dans les meilleures conditions. Nous n'avons quasiment jamais vécu ça en Algérie. Donc c'est une campagne d'une scène avec des programmes proposés, avec des meetings très bien organisés et puis un engouement de la population et du peuple algérien. Donc aujourd'hui nous sommes arrivés au jour J donc de l'élection et nous remarquons la même chose au niveau des bureaux de vote où il y a vraiment un engouement et chose à signaler, c'est la présence de jeunes et les nouveaux inscrits aussi qui est un chiffre très très important. Sami Kaidi, votre avis sur cette question aussi? Pour répondre à cette même question, effectivement, ce qui va caractériser ces élections présidentielles du 7 septembre, c'est qu'elles arrivent dans une période de sérénité et de stabilité retrouvée, dans la mesure où en 2019, le contexte national était un peu différent. Par ailleurs, de nombreux Algériens et Algériennes ont dû rompre leurs vacances et affronter aussi les températures qui étaient particulièrement chaudes, caniculaires pour venir accomplir leur devoir électoral, qui est aussi un droit et un devoir acquis de haute lutte, parce qu'il est le fruit aussi du combat libérateur de nos aïeux et de nos glorieux martyrs. Alors, Khalif. Moi, je dirais que nous assistons aujourd'hui à un nouveau schéma, une nouvelle structure d'élection présidentielle par rapport aux précédentes, et même un choix de la population des candidats, les mêmes candidats qui portent des projets ou des programmes qui sont en adéquation avec la vie quotidienne du citoyen, ce qui a permis de capter déjà
l'attention des Algériennes et des Algériens à l'intérieur du pays et la diaspora vivant à l'étranger. Donc je pense qu'on a déjà gagné sur une transparence, une démocratie, une adhésion du peuple algérien à ce moment, je dirais, historique. Mohamed Achid, pour le contexte de cette présidentielle par rapport à celle de 2019, si on devait faire des comparaisons. Je pense que cette fois-ci, l'élection s'est déroulée dans un contexte très apaisé, un contexte, même si marqué un peu par des conditions climatiques relativement chaudes par rapport à l'élection qui s'est déroulée en décembre 2019. Oui. Mais tout de même, on a remarqué qu'il y a eu une adhésion, il y a eu des salles archi-combles, il y a eu aussi les candidats se sont déplacés pratiquement dans toutes les wilayas du pays, ils ont fait de la proximité, ils ont rencontré la population, il y a eu des échanges, il y a eu un intérêt à cette élection, il y a eu des débats constructifs aussi. Ce que nous avons remarqué cette fois-ci, c'est que les candidats ont évacué certaines questions polémiques, etc., certaines questions qui n'intéressent pas directement les électeurs, mais se sont focalisés davantage sur les questions qui les intéressent, notamment les questions socio-économiques, les questions socio-économiques et les questions aussi qui concernent carrément le destin de l'Algérie, notamment l'unité nationale, la question géopolitique, les menaces étrangères, etc. On va détailler justement ce que vous dites. On va commencer par faire un petit round-up, un tour d'horizon des opérations de vote à travers les 4 régions du pays, avec une mobilisation croissante, en effet, des électeurs qui a été observée tout au long de cette journée. Le résumé est celui de Yasmine Messaoudi. Les bureaux de vote à travers le territoire national ont connu un nombre appréciable d'électeurs qui se sont déplacés dès les premières heures de la journée pour donner leur voix aux candidats qu'ils auront choisis pour diriger le pays durant les 5 prochaines années. L'autorité nationale indépendante des élections a déployé tous les moyens humains et matériels pour permettre aux électeurs de s'acquitter de leur devoir électoral dans les meilleures conditions. Et ce, en consacrant près de 63 000 bureaux de vote et en mobilisant près de 500 000 encadreurs pour superviser ce scrutin. Les citoyens de l'Est du pays ont pu accomplir leur devoir électoral en toute facilité, notamment à Constantine, où des bus de l'entreprise de transport urbain et sururbain, des moyens privés de transport en commun et le tramway ont permis le transport gratuit des électeurs vers les bureaux de vote. Dans les 18 wilayas du sud du pays, plus de 2,9 millions d'électeurs et électrices ont exprimé leur voix, répartis sur plus de 10 300 bureaux de vote, dont 85 bureaux itinérants. À l'ouest du pays, ils étaient nombreux à aller voter aujourd'hui. Toutes les conditions ont été mises en œuvre par l'ANI pour permettre aux électeurs d'accomplir leur devoir électoral. Les régions du centre du pays n'ont pas fait exception. Les électeurs se sont déplacés en nombre dès les premières heures de la matinée, animés d'une forte volonté de faire réussir ce rendez-vous électoral. Voilà donc pour ce premier tour d'horizon dans les différents bureaux de vote, centres et bureaux de vote au niveau national. On va approfondir un petit peu l'analyse avec vous, Mohamed Hani. La réforme, c'est la première... c'est le premier scrutin électif présidentiel post-réforme institutionnelle et juridique, la mobilisation de la sphère politique, la redynamisation de la société civile. Est-ce que vous pensez que ces chantiers ont abouti ou est-ce qu'il reste encore du chemin à parcourir à ce niveau-là? Alors c'est une réalité, il y a un travail de fond qui a été fait depuis l'élection du président Abdelmadjid Tebboune en 2019, donc déjà la reconstruction des institutions de l'État, et aujourd'hui on voit qu'il y a un travail de fond qui a été fait, ne serait-ce qu'en termes de sensibilisation. Il n'y a qu'à voir juste avant la campagne électorale. Sensibilisation par rapport à quel point précisément? Comme tout le monde le sait, c'est que juste avant 2019, il y a eu un mouvement populaire qui aujourd'hui avait des demandes, il y a eu des réponses surtout de la part des autorités, à leur tête M. le Président de la République, juste après son élection. Donc aujourd'hui, il y a eu une sensibilisation, il y a eu une lueur d'espoir, on a redonné espoir au peuple algérien, qui aujourd'hui, on le voit, ne serait-ce qu'en termes d'inscription sur les listes électorales, première étape de cette élection très importante, et de la même manière, aujourd'hui, nous voyons tous ces jeunes,
ces femmes et ces hommes qui sont mobilisés pour participer à cet événement, donc en l'occurrence l'élection. Donc il y a un travail de fond qui a été fait. Les gens aujourd'hui ont repris confiance. Et donc ils veulent participer à cette construction de cette Algérie que tout le monde veut aujourd'hui. Il y a eu cette première étape du premier mandat en 2024 et cette élection nous a prouvé qu'aujourd'hui... Mais qu'est-ce qui reste à faire selon vous? Pour répondre à ma question, il y a plusieurs chantiers qui ont été lancés en même temps. On parle aussi de la mobilisation de la sphère politique. Ce n'est pas encore tout à fait visible, notamment pour l'activité partisane. La société civile, est-ce qu'elle joue pleinement aujourd'hui son rôle selon vous? Alors c'est clair qu'en 3 ans, moi je dis toujours 3 ans, parce que nous savons qu'on sortait d'une période de la Covid, bien évidemment. Donc en 3 ans, il y a eu beaucoup de projets qui ont été lancés. Certains ont été réalisés. Donc le parcours, en fait, il y a un travail à faire encore, mais vous parlez du volet politique, effectivement. Donc il y a des lois qui se préparent justement pour réformer en quelque sorte. Il y a une partie qui a été déjà réalisée en impliquant les jeunes de moins de 40 ans, en impliquant la société civile, mais je pense que, si on verra les résultats ce soir, mais je pense que s'il y a un deuxième mandat pour M. Abdelmajid Tebboune, l'objectif c'est de continuer tout ce qui a été entamé pendant la première phase. De poursuivre donc ces réformes et de les approfondir. Et c'est la volonté du peuple algérien, justement. Sami Kaidi. Moi, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas construire une maison en une semaine. Et il faut donner du temps au temps. Oui. Et actuellement, on le constate sur le terrain. Il y a une véritable société civile qui s'est construite, qui se forme aussi, qui même à l'international, est reconnue et représente en fait l'Algérie, défend la nation, ses intérêts, etc. Et pour cela, ce n'est pas venu par hasard, c'est-à-dire qu'il y a eu un ensemble de réformes, comme notre cher ami Mohamed vient de le rappeler, des réformes qui sont finalement aussi structurelles. Il faut rappeler qu'il y a eu la réforme de la Constitution qui a été adoptée par voie référendaire et qui a introduit de nombreux articles pour promouvoir cette société civile, promouvoir aussi le rôle de la jeunesse en tant qu'acteur essentiel aussi de la construction de cette nouvelle Algérie. Quand on dit société civile, c'est un concept qui peut être un peu flou, notamment pour les personnes qui nous regardent ce soir. Quel est son rôle aujourd'hui, la société civile? Est-ce qu'elle est davantage impliquée dans les questions politiques? C'est un peu le rôle qu'on a voulu lui donner, mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait sa vocation, la société civile. En fait, donc, il faut lui donner une définition. Une définition et une vocation aussi. Tout à fait. Je pense que c'est un ensemble de constellations, d'associations qui activent directement pour l'utilité publique, le bien public. Oui. Et donc dans toutes les sphères et dans toutes les sphères, les secteurs. Ils peuvent même avoir aussi un relent économique. Oui. Et aujourd'hui, sur le plan local, ils participent activement aussi à la construction de cette nation qui se dirige en réalité vers l'émergence avec, on a pu le voir aussi, avec un PIB de plus en plus croissant. Le PIB algérien était autour de 190 milliards en 2018-2019. Il est actuellement à plus de 266 milliards. Nous venons d'adhérer à la banque des BRICS, mais tout cela nécessite des relais locaux aussi. C'est-à-dire c'est cette société civile aussi qui a le moyen d'accompagner les pouvoirs publics et de maximiser l'impact de ces projets. De cette action. Et de ces actions, même au niveau local. Oui, Aldan Khalif. Sur les chantiers peut-être qui restent à faire aboutir. Une petite parenthèse sur la société civile. La société civile est partie intégrante d'une nouvelle gouvernance. Elle s'inscrit dans la démocratie participative. On a plusieurs citoyens et citoyennes qui veulent participer à cette dynamique de transformation économico-sociale ou socio-économique sans avoir de couleur politique. Donc, ils participent par le biais de cette institution qui est la société civile. Concernant les partis politiques, on voit une régénération de ces partis. Ils s'accommodent aux nouvelles aspirations de la société algérienne. Et donc, on va assister prochainement à une reconfiguration. On va y venir pour les partis politiques, c'est très important, effectivement. Un auto-assainissement, voilà.
Oui, si vous voulez employer ce mot précisément. Les nouvelles élites qui sont arrivées à la tête de ces partis et même souvent issues du monde universitaire. Oui. Alors on va revenir justement à cette possible reconfiguration finalement de la sphère politique, puisqu'elle est déjà annoncée à travers ce qui se fait, ce qui se passe aujourd'hui au niveau de ce scrutin précisément présidentiel. Mohamed Achir, à propos justement de cette phase post-réforme juridique et institutionnelle, en quoi elle impacte aujourd'hui la phase qui va venir donc après ces élections? Je pense que c'est la phase pratique qui est attendue, c'est-à-dire la mise en application des grandes réformes qui ont été déjà entamées et donner un sens pratique à toutes ces réformes. Quand on parle par exemple de la société civile, il faut que cette société civile participe activement dans la gouvernance, comme il a été bien dit par mon ami, et se constitue aussi comme un intermédiaire entre la société et l'État. C'est ça ce qui est recherché réellement quand on fait de la société civile un acteur important. Donc c'est un acteur qui est là dans tous les domaines pratiquement, que ce soit sociaux, économiques, etc., et qui aide en quelque sorte l'État dans la mise en place, ou bien la mise... Donc c'est un partenaire. C'est un partenaire pour les politiques publiques, par exemple. Et puis, il y a cette médiation qui est nécessaire aussi pour la stabilité politique de l'État. L'État ne peut pas gérer seul et avoir en face le peuple ou la société. Il faut qu'il y ait des instruments de médiation. Est-ce qu'ils sont mis en place ou est-ce qu'il faut encore travailler? On est en voie, c'est-à-dire le chemin est en On a par exemple un observatoire national de la société civile qui a commencé déjà à travailler, à plancher sur certaines questions importantes. C'est une excellente chose, le Conseil de la jeunesse également, mais il faut y aller vers la mise en application sur le terrain et faire adhérer le maximum aussi de société civile. Parce que la société civile elle se définit davantage dans les pratiques que dans les statuts. On peut mettre des statuts, etc., associations, syndicats, mais c'est la pratique aussi. Les pratiques, ils sont là, il y a de la société civile qui n'est pas organisée, mais il fait un rôle extraordinaire pour la société et pour même l'État, en termes que ce soit de développement ou bien de stabilité sociale. Notamment dans l'économie locale. Aujourd'hui, les Effectivement, associations c'est ça. Donc, ont investi ce rôle de moteur. Oui, on peut le dire, justement, moteur de l'économie locale. Dans l'économie locale, l'économie sociale et solidaire, par exemple, c'est l'un des segments les plus forts. L'économie sociale et solidaire, dans certains pays, on emploie jusqu'à 2 millions associatifs. Il faudrait peut-être expliquer ce concept d'économie sociale et solidaire. Alors, l'économie sociale et solidaire est une économie qui n'est pas une économie de marché, ni une économie publique. Donc, elle se situe au milieu et donne une alternative qui n'est pas marchande et qui n'est pas aussi publique, c'est-à-dire basée seulement sur la régulation publique. Donc, il propose justement une certaine conciliation entre l'utilité sociale et l'utilité économique, mais avec des formes d'organisation qui ne sont pas forcément les formes de marché ni les formes publiques. Et là, on les retrouve dans, par exemple, des coopératives, dans des associations de développement. On les retrouve aussi dans les mutuelles, par exemple. Mais aussi, pour l'Algérie, on les retrouve dans les organisations traditionnelles. Parce que nous avons quand même notre sociologie, nous avons notre histoire, notre anthropologie. Elles sont déjà actives? Elles sont actives. Touisa, par exemple, elle est active. Les AZEB au sud aussi sont actives. Et ils font un travail extraordinaire en termes de développement local, puisque vous parlez de développement local. Et justement, les défis de demain par rapport à ces réformes, c'est comment intégrer tout ce socle organisationnel dans la gestion des collectivités locales. Pas seulement la société civile, mais quand on parle de démocratie participative, donc il faut que demain, il faut donner les instruments concrets de la participation de cette société civile dans la gestion locale. Et surtout que, je pense que les 3 candidats ont annoncé des réformes par rapport aux collectivités locales, par rapport à la décentralisation, etc. Donc là, il faudrait trouver des instruments justement qui vont faire participer activement toute la société civile dans le développement.
On va faire un petit tour à présent, un petit tour d'horizon du côté des opérations de vote qui ont eu lieu aujourd'hui de la diaspora algérienne. Vous le savez, c'est près de 900 000 Algériens, ressortissants algériens, qui étaient donc appelés aux urnes pour élire le futur président de la République. On fait un tour en Europe, dans les grandes villes d'Europe, et la couverture est signée Afab Belhouchet. Plus qu'une simple enveloppe, c'est un legs que des parents ont tenu à confier aux mains de leurs enfants. Une manière de transmettre l'héritage à une nouvelle génération qui a répondu en nombre à l'appel des urnes, comme ici à Créteil, où ces jeunes adultes votent pour la première fois sous le regard fier de leur maman. C'est mon pays d'origine, c'est pas la même chose. Les jeunes en force, encouragés également par les leaders des réseaux sociaux. Je dois exercer mon droit de vote, donc je suis venu, je me suis déplacé, et aujourd'hui on est à Créteil et on va aller voter. Même ambiance au consulat général d'Algérie à Paris, avec les mêmes gestes répétés par des centaines de parents venus voter au consulat général, qui a enregistré une affluence record. Inès sait déjà pourquoi elle votera une fois majeure. Parce que c'est bon pour l'Algérie. Le chef Charazed n'était pas en reste, elle aussi est venue accompagnée de sa fille. Pour plusieurs raisons, pour montrer notre engagement envers notre pays, pour la sécurité du pays, pour sa stabilité. À Sartrouville, centre dépendant de Nanterre, ses parents accompagnent fièrement leur garçon. Je suis Daniel Bagli, j'ai 18 ans, je suis algérien et aujourd'hui je vote pour la première fois pour mon pays. Même si on vit à l'étranger, on suit de très près l'Algérie, on aime notre pays, donc on est là pour voter. Autre lieu, même scène familiale que les Algériens à Bruxelles ont tenu à reproduire en masse avec les mêmes messages. On est venu en famille pour voter parce que c'est important, malgré qu'on soit des enfants de première génération. On est des mains proches de notre pays, l'Algérie. D'autres ont traversé des frontières entières pour marquer leur présence et écrire le destin de l'Algérie, comme ici à Varsovie en Pologne. de Lituanie. أنا في وش في لابولون جيت اليوم لفارسوفي avec mes parents باش نصوت. Même expression d'attachement au pays et même image d'Algériens répondant à l'appel de la nation en Espagne, comme ici à Lérida ou encore à Barcelone. اليوم الأخير إقبالا كثيفا لجاليتنا على مختلف مكاتب الاقتراع. Retour en France, au fil des heures, les postes consulaires ont vu une fréquentation croissante. À Grenoble, une ambiance festive régnait et les jeunes étaient en tête. Je viens d'exercer mon droit de vote. Je suis très heureuse et très honorée d'avoir pu exercer ce droit qui est protégé de façon constitutionnelle et d'avoir pu choisir un représentant pour les 5 prochaines années. Nos aînés, quant à eux, ont afflué tout au long de la semaine à leur rythme, dicté par l'âge et la maladie, mais ni l'usure du temps ni le défi du déplacement n'ont altéré leur sens du devoir, comme ici à Nantes. À Toulouse, l'accueil était royal, l'ambiance algérienne par excellence. Les électeurs, eux, se sont montrés fidèles au poste. Voter aujourd'hui, c'est un devoir citoyen. C'est toujours voter, ainsi que mes parents, pour les Algériens qui votent, moi je crois à quelque chose d'affectif. C'est une façon d'être lié à leur pays d'origine. Partout en France et en Europe, l'Algérie reste le pays du cœur par excellence et son appel résonne comme celui d'une mère à ses enfants, trouvant toujours un écho. Voilà donc pour la mobilisation de la diaspora algérienne, ces ressortissants algériens qui ne ratent finalement aucune occasion de renouer ce lien avec leur pays d'origine. Vous êtes élu, vous représentez l'immigration au sein donc de l'APN, de l'Assemblée populaire nationale. Vous étiez présent il y a quelques jours pour le début des opérations de vote, notamment en région parisienne. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions sur un peu le déroulement? Est-ce que vous confirmez notamment les images qu'on vient de voir? Alors, tout d'abord, je confirme les images, bien évidemment, parce que c'est une réalité. J'ai eu l'occasion d'assister déjà à des meetings de candidats où il y a eu un engouement. Et la même chose, donc les élections ont commencé du 2 septembre à aujourd'hui, et les premières images que j'ai constatées, enfin que j'ai vues du moins, et ce que j'ai constaté au début, c'est la présence, une forte présence de jeunes et de familles. Alors, ce qui était même fort, c'est que même ceux qui ne votaient pas accompagnaient ceux qui votaient. Donc,
les enfants. Donc c'était vraiment une ambiance familiale. Et donc, et puis, chose à remarquer aussi, c'est l'organisation au niveau des postes consulaires et au niveau des bureaux de vote. Il y a eu quand même un dispositif et une logistique importante, on peut dire exceptionnelle par rapport au scrutin précédent. C'est à féliciter car il y a eu une organisation, il y a eu une orientation, il y a eu des facilitations. Donc les gens sont arrivés, tout le monde était à disposition des compatriotes pour justement les orienter, pour voter justement. Et là, encore une fois, je félicite les organisateurs et alors Ketlani. Et ce qu'on voit comme image, c'est une réalité. Donc, très forte présence des jeunes et des familles pour cet événement très très important. Il y a une prise de conscience. Dans le reportage, on a parlé de l'effet des réseaux sociaux. Il y a une forte participation et communication au niveau des réseaux sociaux. Personnellement, je participais à ça, donc j'assistais à des lives avec des compatriotes et on ressentait vraiment... Vous pensez que c'est ce qui a donné ce coup de boost à la mobilisation? Alors, mis à part les médias et les médias lourds, il y a eu cette nouvelle technologie et les médias, ils sont vraiment... Et il faut vraiment penser et travailler dessus, car je pense que les prochaines échéances, on aura vraiment besoin de cet outil. On va en reparler, mais avant, je vous propose d'écouter le sentiment ou les sentiments qui ont été recueillis par Afef Belhouchet, qui a recueilli donc les impressions de quelques votants de la diaspora au niveau, là encore, de plusieurs bureaux de vote. Voter aujourd'hui, c'est un devoir citoyen, c'est partager mes opinions, mes idées et les soumettre aux dirigeants algériens. Jamais, j'ai toujours voté, ainsi que mes parents, mais ils sont décédés. Oui, on vote pour qui nous plaît. Moi, je me sens algérien parce que nos parents nous ont amenés en Algérie en vacances très tôt. Et on s'est liés avec les cousins. Donc, du coup, on a le sentiment qu'on a une moitié de famille qui vit en Algérie, qui nous connaît, qui nous attend. Et donc, voilà, on est attaché à des gens, notamment aux oncles, aux tantes, aux cousins, etc. Mais après, pour les Algériens qui votent, moi je crois à quelque chose d'affectif. C'est une façon d'être lié à leur pays d'origine. Et pour l'immigration, j'ai l'impression que c'est pas tant idéologique qu'une façon d'être rattaché à l'Algérie par le cœur, par les émotions, par les sentiments. Qu'est-ce que tu fais là? Je vote avec maman. جبت بنتي أول خطواتها حبيتها إنها أول خطوة تديرها إنها تروح تنتخب وما شاء الله يا ربي نكونوا في حسن اختيارنا للرئيس القادم إن شاء الله وما شاء الله تحيا الجزائر وما شاء الله تبقى ديما الجزائر عالية وإن شاء الله يا ربي الرئيس نختاروه يكون يعني في المستوى. كل واحد مسؤول عن أمانة الجزائر اللي خلوها لنا الشهداء. La population algérienne en Algérie et en dehors de ça. Soyez comme راجل واحد وروحوا مع ولادكم مع فاميلتكم pour le dire haut et fort هذاك البلاد تاعنا وما عندناش بلاد اخر. Ce qui m'a motivé, c'est l'avancement du pays, qu'il se développe au meilleur et chaque jour ça devient de plus en plus meilleur. Déjà le domaine, tout le domaine autour naturellement du social pour aider les gens, et puis l'aspect économique aussi parce qu'on a besoin aussi je sais qu'on avance beaucoup, on a pas mal avancé, il y a pas loin de 4% de croissance, on ne voit pas assez ici en Occident mais ça avance bien, il faut continuer. les jeunes, honorez votre pays. Une amélioration des conditions des Algériens, de la vie quotidienne des Algériens, c'est le plus important. Donc nous, on est venus en famille aujourd'hui pour voter. C'est un droit auquel nous avons, voilà, on a souhaité participer à cette élection présidentielle pour exprimer notre volonté d'avoir un président choisi par le peuple.
يعطيك الصحة الحاج. لازمنا حنا نكونوا مع الجزائر كما قال الهواري بوديان ظالمه ولا مظلومه. حنا جزائريين ونقعدوا جزائريين وحنا اوني فيير دات الجيريان. حنا لافينير معنا وان شاء الله اللي يجيبها مرحبا. جينا ننتخبوا على الانتخابات الرئاسيه، وهذا لازم واجب على كل جزائري مقيم في الخارج يجي يعطي الصوت تاعو، يختار الرجل المناسب في المكان المناسب، وان شاء الله يكون هذه خطوه للامام باش الجزائر ان شاء الله تكون من البلدان الذي يعني الديفلوبمون يكون ان شاء الله احسن من اللي كنا عليه، ورانا شفنا تحسن. واشكر السفاره الجزائريه على الاهتمام بالمواطن الجزائري، والتي قررت على أن كل مقيم في بولونيا يؤدي الواجب الوطني. السفارة الجزائرية خاصة في الفترة الأخيرة عودتنا على الانضباط وعلى الروح الوطنية. تعودنا جمع الشمل لأول مرة بعد كم من سنة. Alors, il est important pour moi de voter afin de pouvoir à la fois contribuer au futur du pays, à entretenir la démocratie au sein de ce pays-là, et le fait de le faire en essayant d'être le plus renseigné possible va nous permettre collectivement de pouvoir faire, Inch'Allah, les meilleurs choix possibles pour offrir à notre pays le meilleur futur qui soit. جيت نفوتي على بلادي، على بالك على الجيري. لا الجيري نحبها بزاف الحمد لله يا ربي. والله ربي يسترها ان شاء الله ويستر اولادها. Voilà, incroyable ambiance donc dans plusieurs centres et bureaux de vote qui sont donc rattachés à nos représentations diplomatiques et consulaires. Et on peut dire aujourd'hui dans le relief que si l'ANI et les autorités concernées ont mis ces dispositifs exceptionnels, on le disait déjà en début d'émission, donc, ce sont des moyens considérables dont on a parlé dans nos précédentes émissions, des moyens techniques, des moyens modernes, et aussi, sans parler des facilitations et des mesures donc, notamment de transport gratuit pour les électeurs. C'est parce qu'il y a une demande, c'est parce qu'on savait qu'il y aura du répondant du côté de cette diaspora. Oui, c'est ce qui est certifié par ces déclarations qui sont émouvantes et sincères. Oui. Et on sait que notre diaspora qui vit à l'étranger dans notre pays a toujours gardé ses ancrages ici en Algérie. Et donc ce ressenti a été mis à l'aise par les autorités algériennes en mettant à disposition toutes les facilités, en sécurisant aussi l'environnement pour notre diaspora pour qu'elle puisse accéder au scrutin en toute sérénité. Et donc c'est une partie de nous-mêmes qui est à travers le monde et qui est importante dans cette décision très souveraine de choisir le président pour les prochaines 5 ans. Et donc, comme on l'a dit, l'ANI en collaboration avec notre diplomatie à l'extérieur, qui a bien préparé toutes les conditions nécessaires pour que ce scrutin se déroule le plus normalement possible. Sami Kaidi, on a déjà eu l'occasion de débattre de cette question sur ce sujet précisément, mais ce qu'on n'a peut-être pas dit et ce qu'on vient de voir aujourd'hui dans ces images, c'est que ce sont ces enfants qui viennent participer, qui viennent ne serait-ce que voir et regarder cette ambiance de vote, etc. C'est qu'il y a une génération de cette diaspora qui est préparée à avoir un lien presque ombilical avec leur pays d'origine, et il faudra leur donner une place aussi dans la construction de l'Algérie. Elles ont pleinement leur place et c'est très très juste ce que vous dites, c'est un lien ombilical, un lien en héritage aussi qui est le fruit aussi de cette transmission que leurs parents leur ont donnée. Ouais. Et cette jeunesse de notre communauté résidente à l'étranger vient de rappeler, réitérer sa fidélité à la nation, à la mère patrie, avec ces images extrêmement touchantes qu'on vient de voir. Et il faut dire qu'elles ont pleinement leur place parce qu'il faut rappeler un fait, c'est que les plus hautes autorités de l'État ont, ces dernières années, mis en place un
plan ambitieux pour les intégrer davantage, c'est-à-dire que nos jeunes et moins jeunes de la communauté résidente à l'étranger ont le droit à un rapatriement total en cas de décès, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ils peuvent prétendre aussi à une retraite pleine et entière en Algérie et sont intégrés constamment à tous les dispositifs de la nation, notamment en ce qui concerne le logement, l'investissement, etc. Oui. Et ils le rendent bien aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils réitèrent avec force et vigueur ce lien ombilical avec la nation. Et ce qui est extrêmement touchant, c'est que l'Algérie a une chance incroyable, c'est qu'elle a en sa communauté qui réside à l'étranger un fer de lance de son soft power. Ce serait bien de développer d'ailleurs cette question précisément. Bien sûr, bien sûr. Oui, cette diaspora algérienne qui devient un soft power. Je vais me permettre de rappeler un élément que j'avais abordé la semaine dernière, qui n'est autre que, je reviens d'une formation assez enrichissante en Chine, où j'ai eu la chance de rencontrer notre communauté qui réside à Pékin et dans d'autres régions de la Chine, d'ailleurs que je salue fortement ce soir, et qui étaient donc des étudiants généralement. Ce sont essentiellement des étudiants. Bon, il y a toute tranche d'âge, mais beaucoup d'étudiants dans des universités chinoises prestigieuses et qui ne lésinaient sur aucun moyen pour défendre les intérêts de l'Algérie, faire connaître davantage l'Algérie, sa culture, sa civilisation auprès non seulement des étudiants chinois, mais aussi de l'élite éducative de ce pays ami. Alors, au-delà de l'émotion, Mohamed Achir, il faudra tout de même proposer quelque chose à cette diaspora pour qu'il y ait cet échange constructif et gagnant des deux côtés. Oui, justement, la diaspora est une force d'abord. C'est une force d'abord politique, parce qu'il y a ces enjeux aussi, géopolitiques aussi. Donc l'organisation de notre communauté à l'étranger. Alors double enjeu géopolitique pour cette diaspora algérienne, notamment du côté de l'Algérie, du côté si on parle de la plus forte communauté en France. Là aussi, ils subissent d'autres formes de pression, d'autres formes de calculs géopolitiques. Oui. Tout à fait, parce qu'il y a quand même des campagnes médiatiques de dénigrement de notre pays d'abord, qui veulent des campagnes, c'est-à-dire qui sèment le doute sur le processus électoral, par exemple, sur cette consultation démocratique. Et ces médias, donc ça fait partie, bien sûr, des guerres de nouvelle génération, donc essayent toujours de couper ce lien entre la communauté algérienne à l'étranger et son pays d'origine. Et là, ça fait partie de l'affaiblissement d'abord du pays, donc de notre Algérie. Donc il faut, c'est-à-dire déjouer toutes ces tentatives visant à séparer notre communauté des représentations consulaires, par exemple, de l'Algérie, de ses autorités, donc des représentants du gouvernement, et préparer justement le renforcement de ces liens à travers, bien entendu, donc il n'y a pas que, bien sûr, des propositions matérielles, etc., les billets d'avion, il n'y a pas que ça, mais surtout, nous avons une communauté à l'étranger, nous avons des talents qui sont dans tous les domaines, des entrepreneurs, etc. Comment créer ces passerelles solides entre l'Algérie et ses enfants? Et ça va renforcer l'Algérie davantage sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan de lobbying international. Nous sommes maintenant dans une mondialisation de réseaux de lobbying. C'est comme ça que le monde marche aujourd'hui. Donc on a besoin de ça. Et l'Algérie ne pourra pas trouver mieux que ses enfants pour faire ça. Donc c'est des ambassadeurs déjà, hein, c'est des postes annoncés, comme on dit. Donc il faut en faire de cette richesse, c'est une richesse aussi. Notre communauté se trouve aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Europe, en Asie, etc. Donc tout ça, c'est une force pour notre pays. Donc il faudrait faire davantage. On a effectivement, je suis d'accord avec notre ami, il y a eu quand même des choses qui ont été faites, mais il faut en faire encore davantage pour consolider ce lien. Et nous avons vu, heureusement, qu'il y a aussi ce soubassement historique. Il faut rappeler quand même le mouvement national était né en France, donc c'était l'immigration qui a porté aussi, qui a financé la guerre, qui a fait beaucoup de choses pour l'indépendance de l'Algérie. Après, ça continue, cet esprit, ce lien affectif. C'est une espèce de rempart aussi, cette diaspora forte
lié à son pays d'origine? Oui, d'abord, on a entendu certains parler du cœur. C'est une question d'abord du cœur. Ouais. C'est-à-dire... Oui, on pourrait croire, on pourrait dire que le cœur et l'affection émanent des seniors. Mais alors comment le transmettre et le perpétuer dans le cœur des plus jeunes, dans le cœur et l'esprit des plus jeunes? Là, c'est un enjeu très important. C'est un enjeu très important. Et c'est cette question, justement, effectivement, une question très importante, la question culturelle de transmission, la question de la langue, pédagogie, les valeurs algériennes qu'il faut transmettre à ces nouvelles générations. Et ça, c'est très, très important parce que, surtout notre jeunesse à l'étranger, elle est très importante. Notre communauté étudiante aussi à l'étranger, elle est très, très importante. Donc, il faut continuer à transmettre les valeurs algériennes. Ces valeurs algériennes à notre communauté. Et on voit justement ce geste symbolique qu'on voit des électeurs avec leurs enfants, un geste fortement symbolique. Et puis il y a aussi ces voyages de jeunes ressortissants algériens qui viennent passer leurs vacances en Algérie. Ah oui. C'est déjà un premier pas vers cette pédagogie par exemple, culturelle. Proposition personnelle, je suis pour subventionner le billet d'avion pour notre immigration. Mais il y a aussi un signe qui ne trompe pas, c'est que si aujourd'hui on se connecte sur n'importe quelle plateforme des réseaux sociaux, notamment X, donc ex-Twitter, Facebook, etc., on s'aperçoit très rapidement que beaucoup d'enfants de notre communauté résidente à l'étranger sont, au premier rang de la défense de notre patrimoine culturel exactement, qui fait face à des tentatives de pillage, on peut le dire, il faut le dire de clairement. pillage culturel. Et ils ne lésinent encore une fois sur aucun moyen pour défendre donc, notre patrimoine national, donc notre identité nationale. Et un autre élément que M. Hacher avait abordé, mais qui est extrêmement intéressant de ressouligner, c'est qu'effectivement notre pays est victime de tentatives de déstabilisation, notamment par des fake news qui sont de façon... malveillante, diffusée sur ces plateformes. D'ailleurs, il y a un classement récent qui avait mis l'Algérie comme l'un des pays les plus visés par ces tentatives de fake news et de ce qu'on appelle aussi cette guerre de 4e et 5e génération. Qui détient les médias de désinformation dans le monde, vous comprendrez ce qui se passe. L'origine de ces tentatives. Et donc l'Algérie est classée parmi les pays les plus visés dans l'ensemble de la région MENA, c'est-à-dire Middle East and North Africa. Donc effectivement, il faut appeler aussi nos concitoyens à beaucoup de vigilance parce que notre pays est visé. Pourquoi? Parce qu'il est l'un des derniers... Notamment à travers les classements où l'Algérie est placée parmi les dernières capitales. Diabolisé, le tableau est noirci volontairement. De diabolisation qui, comme par hasard, vise toujours les mêmes, c'est-à-dire les Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Algériens, notamment ici au pays et à l'étranger, sont conscients justement de ces manœuvres? Une conscientisation et il y a, j'ai envie de dire, une prise aussi de conscience qui est aussi le fruit... les gens, les citoyens s'informent de plus en plus et voient que c'est toujours les pays, c'est toujours les mêmes qui sont visés, c'est-à-dire ceux qui tiennent à leur souveraineté nationale, qui défendent les causes justes. L'unité nationale. Exactement. Et l'Algérie est l'un des derniers pays, il faut le rappeler, qui défend les causes justes et qui est un phare de liberté qui refuse le colonialisme et l'oppression coloniale. En ce moment. Si vous permettez, je rajoute une chose, c'est une prise de conscience que notre communauté, ou diaspora, était le premier bouclier pour notre pays. Beaucoup d'initiatives ont été lancées. On peut parler du Conseil mondial de la diaspora, on peut parler d'autres associations qui sont actives en France ou ailleurs, parce qu'on a tendance à parler de France vu que le plus grand nombre se trouve en Hexagone. Donc il y a une prise de conscience à haut niveau, et d'ailleurs il y a eu un appel du cœur du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et cet appel, il y a eu une réponse de la communauté. Donc tout ce qui a été cité par notre ami en termes de réalisation, on peut parler aussi sur la loi sur l'investissement qui a ouvert les portes à nos compatriotes résidant à l'étranger, qui facilite la chose, ont redonné espoir, il y a cette confiance qui a été instaurée. Avant, la communauté, elle entendait des promesses, mais il n'y avait pas d'actes. Aujourd'hui, c'est là la grande différence. Quand vous parlez de la loi sur le rapatriement, elle existait, mais elle existait avant, mais elle n'a jamais été appliquée. Elle n'a jamais été suivie de textes d'application. Et la nouveauté, c'est que même ceux qui ont immigré d'une manière illégale, je n'aime pas utiliser le terme haraga, sont concernés. Donc aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait. De la même manière, chaque visite d'État
du président de la République, il rencontre les membres de la communauté. Oui. Il y a un contact direct. Et l'Algérien a besoin de ce contact. Donc ce n'est plus que des paroles, mais c'est des actes. Donc ces initiatives, effectivement, vont nous aider à contrer ces fake news. Donc vous avez parlé du lobbying, il faut utiliser ce terme. N'ayons pas peur de ce terme. On a besoin d'un lobbying. À titre personnel, j'ai rencontré des élus en France, des élus franco-algériens. Ils étaient plus de 500 présents. Mais le nombre réel, il dépasse les 5000. Ils veulent tous donner un coup de main. Ils se reconnaissent tous algériens, même si c'est des politiques français. Exactement. Alors, c'est aussi dans la perspective, vous venez de le dire un peu, de donner un coup de main ou aussi de bénéficier et de profiter comme tout ressortissant citoyen algérien effectivement. Du potentiel économique du pays. Mais ce qu'on leur demandait, c'est d'être là présent pour répondre aux fake news, des attaques que l'Algérie subit. L'Algérie est connue, c'est un pays qui n'agresse personne, qui n'attaque personne. Mais qui peut déranger par qui est trop agressé. position. Qui est trop agressé. Donc il est temps qu'aujourd'hui, qu'on passe à l'offensive, mais juste pour défendre notre pays, de retirer toutes ces attaques qu'on subit. Et à titre d'exemple, sans citer le candidat, mais la campagne, il y avait 2 coordinatrices de la campagne présidentielle qui étaient issues donc c'était des élus français. Donc c'est une bonne chose. Donc aujourd'hui, il y a cette implication, il y a un objectif, c'est de rassembler. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a été très clair. Quand il parle de la communauté, il est arrivé à un point où il disait il faut s'organiser aujourd'hui. Éventuellement autour d'un conseil, d'une association, faites ce que vous voulez, mais il faut s'organiser parce que nous sommes convaincus que c'est la force de frappe d'Algérie. C'est notre... que le président voulait canaliser cette fierté nationale. Exact. Parce que la jeunesse de la diaspora, même si elle est née, allez, on va dire en France et qu'elle a grandi en France, mais elle s'identifie toujours à son ancrage identitaire algérien. Donc cette fierté nationale, il faut la canaliser. Et bien sûr, dans les deux sens, win-win, on aura un pare-feu déjà, et c'est, comme il a dit monsieur, c'est nos meilleurs ambassadeurs pour exporter notre politique algérienne protectrice. Et ce slogan, si vous permettez, ce slogan de One, Two, Three, Viva l'Algérie, ce n'est plus que dans les stades, ça s'applique partout maintenant. Il y a réellement, et c'est un constat, un label des aides. Ils se reconnaissent des aides, c'est des Algériens. Et c'est très important, aujourd'hui, c'est le moment de leur donner cette chance. Alhamdoulilah, c'est fait déjà et on va continuer sur le... Oui, pour terminer cette petite phrase, c'est que le message qui est envoyé est clair, c'est que l'Algérie n'oublie pas ses enfants et aucun de ses enfants. Bien sûr. Très bien. On va donc aller du côté des cellules de coordination, ou tout simplement les QG de campagne des candidats en lice pour cette présidentielle. Pour prendre un peu le pouls donc, de ces permanences et l'ambiance générale, on va commencer avec Walid Yousfi qui est avec nous en direct. Alors oui, effectivement, Samia, nous nous trouvons au sein de la cellule de coordination et de suivi du candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune, une cellule composée exclusivement de jeunes qui reçoivent donc un flux constant et continu 8 h du matin à partir des 4 coins du pays. Et pour nous donner plus d'informations, donc nous avons avec nous Abdelmoumen Ben Amara, il est assistant au sein donc de cette cellule de coordination et de suivi. Abdelmoumen, bonsoir. Bonsoir. Alors donc dites-nous, quelle est votre mission ici et comment vous avez vécu donc cette journée pleine de ferveur et d'émotion aussi, j'imagine? D'accord. Donc comme vous pouvez voir dans notre cellule, l'ambiance est encourageante, dynamique. On est marqué par la présence de nos jeunes qui sont concentrés sur leurs tâches, recevoir les statistiques de chaque wilaya, en plus les rapports. Donc on coordonne avec les 58 wilayas à travers une plateforme numérique, emailing, fondée par des mains algériennes à 100%, dédiée spécialement à la campagne électorale. Donc la cellule se compose de jeunes qui sont engagés et dévoués pour cette cause. Donc le but ultime de cette cellule est d'enrichir et de faire la coordination et le suivi avec les 58 wilayas en temps réel et efficacité. En plus, donc le but ultime de cette cellule est d'enrichir de donner plus, on va dire, de donner l'opportunité aussi aux jeunes de participer à ce scrutin aussi. Donc, comme vous avez dit, le but ultime, c'est de nous impliquer activement dans la vie politique. D'accord, merci. Donc merci à vous Abdelmoumen. Donc voilà ce que l'on pouvait dire pour l'instant et les informations que nous avons pour l'instant, Samia, et en attendant donc les résultats définitifs de ce scrutin. Merci.
Merci Walid Yousfi, vous étiez avec nous à partir de la cellule de coordination et de suivi du candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune. On va enchaîner avec Mariam Damis du côté de la permanence du candidat Youssef Aouchiche, si nous avons le direct avec Mariam Damis. Mariam Damis, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir Samia. Donc effectivement, nous sommes au niveau du siège du Front des Forces Socialistes où règne une ambiance d'attente des résultats assez intense. À mes côtés, Djamel Balloul, directeur de campagne du candidat à la présidentielle Youssef Aouchiche. Monsieur, bonsoir. Alors, comment s'est déroulé le scrutin selon vous et comment vous vivez cette période d'attente des résultats ? Bon, le scrutin, selon les informations que nous avons recueillies dans différentes wilayas à travers nos camarades du directoire de wilaya, s'est déroulé dans de bonnes conditions, sauf l'inconvénient de la chaleur et de la température très élevée durant cette journée du 7 septembre dans les différentes régions du pays. Le vote s'est déroulé dans le calme, mais nous avons enregistré un certain nombre on peut dire de dépassements ou d'observations que nous avons pu relever, notamment le vote par procuration, où il y a eu beaucoup d'électeurs qui portaient plus d'une procuration. Or, la loi électorale, c'est-à-dire énonce que un électeur ne peut avoir plus d'une procuration, chose que nous avons soulevée auprès des représentations de l'année au niveau des différentes wilayas. La deuxième observation, c'est la réclamation presque dans toutes les wilayas de certains électeurs qui ne trouvaient pas leur nom sur le fichier électoral malgré leur inscription et malgré leur habitude de voter dans ces centres de vote. Nous avons aussi réclamé auprès de l'ANI pour trouver la solution à ces cas. Donc l'ANI a publié un communiqué où il disait dans le communiqué que les électeurs porteurs d'une carte de vote, même si leur nom ne figurait pas sur le fichier électoral, peuvent donc se rapprocher des centres de vote pour exercer leur droit du vote. Mais toujours est-il ceux qui ne portaient pas de carte d'électeur, donc le problème restait toujours posé. Nous avons enregistré aussi quelques entraves, notamment aux représentants du parti, aux délégués du FFS dans certains centres de vote où ils ont été empêchés d'observer le scrutin et d'avoir les informations sur le déroulement graduel du scrutin dans certains centres de vote. Chose aussi que nous avons dénoncée, je cite l'exemple dans la wilaya de Bouira, la commune de Béchloul, où notre représentant on lui a demandé carrément de quitter le centre du vote, sachant que le vote est public. Les citoyens ont le droit même d'être à l'intérieur du centre du vote. L'essentiel qu'ils ne portent pas atteinte au bon déroulement du vote. Voilà à peu près les informations. Nous avons suivi avec aussi beaucoup de responsabilité l'avancement des taux de participation depuis le matin. Donc maintenant, on attend le taux final. Après le prolongement du scrutin de 19h jusqu'à 20h. Nous attendons les chiffres que l'année va avancer et nous suivons avec les camarades ici au QG de campagne, avec beaucoup de sérénité, les résultats partiels qui peuvent nous parvenir des différentes wilayas, des différents directoires de wilayas, parce que jusqu'à maintenant, même au niveau des directoires de campagne,
jusqu'à maintenant, les taux de participation au niveau de certaines wilayas, ils n'ont pas été encore communiqués. Donc, on est à l'écoute de nos camarades, on est à l'écoute aussi de l'ANI pour suivre donc les résultats et pouvoir après commenter les résultats et donc le déroulement final donc, de cette opération électorale. Très bien. Donc merci à vous. Nous suivrons alors les résultats en temps réel et nous vous tiendrons informés des derniers développements. Merci beaucoup, Mariam Damis. Avec nous également Yamina Saïdji, qui est présente donc à la direction de campagne du candidat Abdelali Hassani Sherif. Yamina Saïdji. Bonsoir, je me trouve actuellement au siège du mouvement de la Société pour la paix. Ici, les partisans de Abdelali Hassani Sherif qui participent pour la première fois à l'élection présidentielle sont mobilisés pour le suivi du scrutin. Plus de 40 jeunes ont été formés pour suivre ces élections sur les réseaux sociaux, tandis que d'autres sont chargés du suivi des statistiques. Le personnel du parti ainsi que les observateurs sont mobilisés pour s'assurer que le processus électoral se déroule de manière transparente et rigoureuse. Il faut savoir que l'enjeu est important. Le MSP espère décrocher le maximum de voix. Merci beaucoup, Yamina Saïdji. Vous étiez en direct donc depuis la permanence ou la cellule de coordination et de suivi du candidat Abdelali Hassani Sherif du MSP. On poursuit donc notre débat avec vous, messieurs. On parle toujours du droit de vote comme évidemment un droit d'abord et un devoir constitutionnel. On oublie peut-être de dire aujourd'hui qu'il est un acquis démocratique et qu'il n'est pas toujours évident de l'exprimer, notamment dans certaines régions du monde qui sont aujourd'hui secouées par des conflits internes, des guerres et même des génocides, comme dans le cas de la Palestine occupée. Pensez-vous que le travail de sensibilisation, justement, je commencerai par vous, Mohamed Achid, sur cette question, précisément, a été efficace aujourd'hui autour des enjeux, si on devait parler des enjeux de cette présidentielle et de tous les scrutins, finalement, qui marquent un peu le processus démocratique du pays? Justement, c'est un enjeu capital maintenant dans le monde, et surtout pour l'Algérie qui est attaquée aussi par certaines parties. Il faut se rappeler un peu des attaques qui ont suivi la convocation de cette élection présidentielle anticipée. Parce qu'ils ne voulaient pas que l'Algérie soit à jour dans ses consultations populaires. Parce que la consultation populaire, c'est ça la démocratie, c'est une consultation démocratique. Oui. Et on sait très bien que certains partis aussi essaient toujours de trouver des vides pour pousser le pays à des transitions interminables, etc. Et créer le chaos, pourquoi pas, comme ils l'ont fait dans certains pays. Donc l'Algérie pour sortir du processus démocratique. Tout à fait. L'Algérie a été toujours consciente de ces enjeux, et même le citoyen algérien donc, est très conscient de ce qui s'est passé d'ailleurs lors de ce qu'on appelait entre guillemets le printemps arabe, comment ils ont déstabilisé des États, ils ont carrément cassé des États, hein, c'est-à-dire émietté, carrément démembré des États. Parce qu'il y a un projet machiavélique qui vise l'émiettement carrément des États-nations. Et l'Algérie, à l'image de ce qui se passe au Soudan aujourd'hui. Tout à fait, au Soudan, en Libye, on voit, en Libye, en Syrie. Pour parler d'émiettement, c'est le Soudan aujourd'hui qui est le Soudan plus. Est émietté, mais il veut limiter le Libye. Oui, évidemment. La Libye aussi, hein. C'est dans les plans. Hein, donc le citoyen algérien est conscient de ces enjeux et l'État algérien également a été toujours donc, au rendez-vous en termes d'organisation des échéances électorales, que ce soit les locales. Même dans les moments les plus difficiles de notre histoire. Pendant la décennie noire, on a tout de même pu tenir les élections, les scrutins électoraux, malgré des conditions très difficiles, pour ne pas dire autre chose, évidemment. Justement, et puis le citoyen algérien est conscient que la stabilité du pays, l'intégrité du territoire algérien, l'unité nationale passe avant tout. Et c'est pour ça qu'on le voit mobilisé à chaque fois qu'il y a une échéance et à chaque fois que l'Algérie aussi est menacée. Donc les Algériens sont politisés. On dit que peut-être il y a une certaine démission, mais ils sont politisés, ils sont patriotiques, ils sont conscients des enjeux qui attendent notre pays. Et l'Algérie aussi, avec l'intelligence politique,
de l'État, des autorités algériennes. Donc on a su toujours déjouer ces complots et faire barrage à toutes ces attaques aussi. Hein, parce que peut-être que les gens voient c'est-à-dire les guerres ne sont plus les anciennes guerres. Donc ce n'est plus les guerres classiques, merci. Donc c'est des guerres de nouvelle génération. Donc le fait du matin au soir, on paye des youtubeurs, on paye des influenceurs pour saper le moral des Algériens. Oui. Ça, c'est une guerre. Oui. C'est une guerre et c'est une guerre qui est très, très, très redoutable. Hein. Donc, c'est pas facile. Et c'est du concret. Hein. C'est du concret. Plus quelque chose qui n'est plus visible. Hein. Mais bien sûr, tous les Algériens sont connectés sur Internet, ils sont tous sur des plateformes, de réseaux sociaux, etc. Et chaque jour, on les bombarde de fake news, de fausses informations, de fausses images, etc. Donc, tout ça, c'est une guerre de nouvelle génération. Mais je pense que cette échéance présidentielle de 7 septembre constitue aussi une étape de construction de l'État national, un État fort et un État démocratique. Sami Kaïdi, vous avez justement évoqué cette question de fake news et de la volonté un peu de saper le moral de peut-être la société algérienne, peut-être viser essentiellement la jeunesse qui lui enlever cet espoir de construire un État-nation, comme le dit Mohamed Achir. Justement, quel pourrait être le rempart contre ce type de manœuvre aujourd'hui? Alors juste avant de répondre à cette question extrêmement pertinente, j'ai envie d'ajouter aussi un point qui est l'utilisation des algorithmes, c'est-à-dire que ce n'est pas aussi que des youtubeurs, etc. Effectivement, c'est des youtubeurs, etc. qui sont savamment payés pour ces basses besognes, mais également aussi la nouvelle technologie qui est utilisée via des robots, via des algorithmes, c'est-à-dire des calculs, etc. pour pouvoir mettre en avant certaines informations au détriment d'autres et donner aussi une propulsion très importante à ces fake news. Alors, moi je pense qu'il faut maximiser un rôle pédagogique pour lutter contre ces fake news, c'est-à-dire qu'il faut dire à nos concitoyens qu'il faut s'en tenir constamment qu'aux sources officielles qui ont été recoupées et ne jamais croire ce qui intervient avant de vérifier votre source. Donc une espèce d'éducation. Voilà, tout à fait. Il faut de la pédagogie pour expliquer que ce qui vient d'Internet n'est pas forcément crédible et qui est une chose vraie. D'autant plus qu'aujourd'hui, des milliards sont mis sur la table pour diaboliser notre pays, et également ses symboles. Prenons juste comme exemple la campagne de dénigrement contre notre athlète Iman Khalif. C'est un exemple édifiant. Ça m'a profondément choqué, et notre Iman national qui était face à cette campagne de dénigrement, de diffamation. Et qui était visé derrière? C'est l'Algérie qui était visée, parce que Iman Khalif, en tant que sportif de haut rang, a représenté les couleurs nationales, donc l'Algérie, donc cette jeunesse qui consent au maximum pour que vive encore davantage l'Algérie toujours plus forte, toujours plus haute. Et il faut dire qu'aujourd'hui, nos concitoyens doivent se méfier. Ce qui vient aussi d'Internet est un danger. Internet, c'est un peu comme la rue, au final. C'est-à-dire que... On n'est pas à l'abri. Voilà, on n'est pas à l'abri. La rue, il y a des endroits où on est en sécurité, d'autres moins. Il y a des personnes qui sont fréquentables, d'autres qui ne sont pas fréquentables. Internet, c'est ça. C'est pire que la rue, parce qu'il n'y a pas de frontières ni de limites. Voilà. Et le rempart, c'est justement de participer, ou ça peut être aussi de participer activement à la démocratie. À tous les niveaux, il faut aussi il faut sensibiliser. C'est-à-dire que la sensibilisation peut être aussi le fait, des pouvoirs publics, mais également des associations, des parents. Excusez-moi, priorité au direct. On va tout de suite aller du côté du CIC pour écouter la déclaration donc de Mohamed Charfi, président de l'ANI. Excusez-moi. On va donc faire une petite interruption pour le journal télévisé et on revient après.
Et si vous nous rejoignez sur Canal Algérie, bonsoir, merci d'être avec nous pour cette soirée électorale. On parle aujourd'hui des différentes phases de ces opérations de vote, de ce scrutin électif, scrutin présidentiel pour élire le futur président de la République. On reprend avec ces images de dépouillement des bulletins de vote dans plusieurs régions du pays, Alger, Béchar, Oran. Il y a plusieurs wilayas qui sont concernés par ces images qu'on découvre donc à l'antenne. La phase de dépouillement, et vous le savez, tout aussi cruciale et sensible que les autres phases du déroulement du scrutin, sous l'œil vigilant évidemment des observateurs et de l'encadrement des membres de l'ANI. Messieurs, le taux de participation, on en parle évidemment, il est un enjeu important, particulièrement lors des scrutins présidentiels. Pourquoi un président de la République doit avoir un taux de participation important pour justement continuer ces réformes, continuer ces chantiers? Alors c'est souvent le cas pour les présidents sortants en fait, qui sont en même temps, qui deviennent candidats, car c'est le réconforter un peu dans éventuellement dans un deuxième mandat. Oui. Donc ne serait-ce qu'au niveau national, mais le plus important c'est au niveau international. Donc actuellement nous avons un taux à 17h qui est positif. Donc de 26,46%. Tout à fait. Et on est dans la norme internationale. À titre d'exemple, aux États-Unis, ils n'arrivent même pas à atteindre les 35-40%. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie. Nous attendons les derniers chiffres, mais je pense qu'aujourd'hui, un président sortant ou un candidat, pour être vraiment renforcé dans son action, il faut avoir un taux plus qu'intéressant. On revient à la composition du corps électoral, Mohamed Achir. Plus de 23 486 061 électeurs au niveau national, composés de 47% de femmes, 53% d'hommes, alors que 36% ont moins de 40 ans. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte du fichier électoral? Les tendances sont d'ailleurs un peu similaires sur le corps électoral de la diaspora algérienne. Oui, c'est pour ça que nous avons remarqué que les candidats aussi sont focalisés sur les questions qui concernent directement les jeunes. Parce que c'est une population jeune, donc ça c'est très important. Donc on sait très bien aussi, même le taux de participation des jeunes est relativement moins important que disons les moins jeunes. Mais en tout cas, le plus important, ce n'est pas dans cette pyramide des âges des électeurs, mais de la mobilisation de tous les électeurs, parce qu'un programme électoral, il ne touche pas seulement une seule frange de la société, des jeunes ou des femmes ou des hommes, mais c'est un programme qui concerne l'avenir économique, politique, social, culturel, et aussi international, des enjeux internationaux du pays. Donc, il ne s'agit pas c'est-à-dire de faire... Bon, c'est vrai que dans les études, on peut faire un peu de la sociologie politique, électorale, etc., analyser, etc. Il y a une sociologie politique à faire. Oui, il y a bien sûr, bien entendu. Mais le phénomène, par exemple, des jeunes se pose dans tous les pays du monde. Oui. Donc il y a un peu une réticence de la participation de la jeunesse dans la vie politique, dans la vie partisane, même dans la vie associative parfois. Mais ça ne peut pas bloquer en quelque sorte une échéance électorale, etc. Il appartient justement au président qui sera élu justement de faire des programmes de façon à impliquer davantage les jeunes dans la chose politique et permettre à ces jeunes de créer leur propre aussi parti politique, pourquoi pas. Oui. Il y a eu des réformes qui ont été déjà faites, mais beaucoup plus pour la société civile, pour les inciter à travailler davantage, à s'impliquer davantage dans la société civile. Mais demain, nous avons besoin de partis, de leaders jeunes, leaders politiques jeunes. Parce qu'on a vu, on a besoin aussi de ministres jeunes, de gouvernements jeunes. Etc. Ça, c'est une question importante pour notre pays parce que la pyramide des âges, en tout cas, est majoritaire pour les jeunes. Est-ce que ce ne serait pas aussi tomber dans le jeunisme? Parfois, on a vu les expériences de certains pays, notamment en Occident,
ou ça n'a pas toujours été des réussites? Oui, non, c'est-à-dire, c'est pas pour... C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre, c'est ce que je veux dire. Très bien, donc oui. Entre les deux générations. Oui. C'est pas pour exclure les anciennes générations, surtout les générations qui ont une expérience dans la gestion des affaires publiques, des affaires de l'État. C'est très important, leur encadrement. Mais on a besoin de lancer le processus pour cette jeunesse, parce qu'un jeune, il faut le lancer aujourd'hui, peut-être pour récolter ses fruits de gouvernance en 2 décennies. C'est une formation, parce que c'est maintenant qu'on se prépare. La préparation des leaders, des jeunes leaders capables de gérer le destin du pays. Donc il faut leur donner la chance aujourd'hui, et pour que demain, et quand on dit demain, c'est dans 10 ans, dans 20 ans peut-être, mais on aura besoin d'une relève. Donc la relève se prépare aujourd'hui. Je voudrais... Juste ce que disait notre ami, c'est que ce travail a commencé, je pense, depuis déjà les élections législatives en 2021, où les jeunes ont reçu des subventions pour se porter candidat, et de la même manière aux dernières élections locales. Mais c'est vrai que quand on voit le ratio jeune, un peu moins jeune, il est beaucoup plus important. Mais c'est ce mixage justement entre ceux qui ont de l'expérience, et j'allais dire même, c'est une formation à la limite politique. Il faudra les former. C'est ce contact direct avec, en parenthèse, entre guillemets, les anciens, qui va permettre à créer cette classe politique jeune et retrouver au niveau et pourquoi pas, des ministres jeunes. Et c'est une belle image qu'on donnera. Vu que l'Algérie est connue pour ce pourcentage de jeunes, donc c'est vraiment une belle image qu'on donnera à l'international. Avant de poursuivre le débat, je vais vous proposer donc les images aussi du dépouillement des bulletins de vote, encore une fois à l'étranger, avec notre journaliste sur place, Nawal Abada, qui est présente à Lyon. Vous voyez derrière moi, l'opération de dépouillement a débuté ici en France. Nous sommes là au siège du consulat général d'Algérie à Lyon, où a été installé un bureau de vote. Et comme on le voit, l'opération de dépouillement a débuté. Le décèlement a eu lieu sous le regard du coordinateur général de l'ANI Zone 4, du consul général de l'Algérie à Lyon, et aussi des observateurs, ainsi que le président du bureau et les membres de ce bureau. Et justement, pour parler du déroulement de ces 6 jours de scrutin, spécialement ici à Lyon, nous avons avec nous le délégué, le coordinateur de l'ANI pour la zone 4, M. Majid Ayesh. Comment s'est déroulé, comment on peut évaluer ces 6 jours ici à Lyon? Oui, cette opération s'est déroulée dans la transparence totale. Donc nous avons mis les moyens, nous avons formé et informé tous les membres du bureau, et puis nous avons essayé de ramener le plus de votants possible. Et comme vous voyez, donc l'opération se déroule correctement et dans la transparence la plus totale, en présence des représentants et des candidats et des observateurs. Et maintenant, donc on attend les résultats. Donc c'est le dépouillement. Donc ça, c'est l'opération de dépouillement, comme partout dans les autres bureaux. Donc si l'on venait à résumer cette semaine de scrutin à l'étranger, c'est un scrutin dans une parfaite organisation. Oui, l'organisation était parfaite. Nous avons mis les moyens qu'il faut, et je pense que cette année, le taux de participation sera très honorable, surtout par rapport au scrutin précédent. Donc on s'attend à une représentation très correcte. Très bien. Et donc voilà, c'est avec ce dépouillement que l'on va clore cette couverture du déroulement de cette élection présidentielle anticipée ici depuis le consulat général d'Algérie à Lyon. À vous, Alger. Et voilà, donc ces images qui nous sont parvenues de la zone 4, de Lyon précisément, recueillies par notre journaliste Nawal Abada. Et puis même ambiance aussi, des images qui nous sont parvenues depuis les centres et bureaux de vote pour la phase de dépouillement recueillies par Rafat Belouchet qu'on va découvrir également. Et c'est à travers plusieurs villes européennes, on va les découvrir aussi à l'antenne. Je reviens à vous, Sami Kaidi. On a parlé de ces enjeux régionaux et donc du caractère important de ce scrutin particulièrement. Est-ce que ces enjeux ont été abordés suffisamment
selon vous, dans les discours politiques de cette campagne électorale? Alors moi, j'ai pu suivre sur le terrain cette campagne qui a duré plus de 20 jours, donc plus précisément 21 jours. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est que les questions d'ordre international et géopolitique intéressaient de nombreux citoyens, car nos concitoyens sentent aussi ce danger, sentent aussi que le monde traverse une période extrêmement difficile, avec une reconfiguration profonde et qui peut déboucher sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que, bon, dans une certaine mesure, notre monde vit des bouleversements stratégiques. Et pour cela, notre pays doit davantage poursuivre, sa protection à tous les niveaux. On voit bien ce qui se passe actuellement au Sahel, ce qui se passe actuellement en Libye, etc. La région est en ébullition et le monde aussi. Donc, avec ce qui se passe en Palestine. Avec ce qui se passe en Palestine, où un génocide est en cours et se déroule sous nos yeux. Et il faut rappeler que pratiquement seule l'Algérie s'est levée pour défendre cette noble cause, notamment aux Nations Unies, parce que notre pays est membre non permanent du Conseil de sécurité. Donc effectivement, les Algériens s'intéressent énormément à la situation internationale. Mais est-ce que dans le discours politique, on dans a le discours retrouvé politique aussi, notre pays est passé par, par des événements assez particuliers. Il suffit de rappeler ce qui s'est passé la semaine dernière à Tlemcen ou à Bjaya il y a quelques jours, où des événements sont venus nous rappeler que notre pays est particulièrement visé et dans la ligne de mire d'un véritable axe du mal. Moi, je voudrais rebondir sur cette transition douce et économico-sociale d'une part, et cette transition générationnelle. Parce que les gouvernants d'aujourd'hui sont en train de bâtir, de fonder des infrastructures qui puissent, comment dirais-je, être une sorte de rampe de lancement pour ces générations post-indépendance qui se bousculent, qui sont très smart, qui sont ambitieux et qui veulent un environnement semblable à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux ou lors de leurs déplacements. Donc on a plein de jeunes, plein de diplômés qui aspirent à faire des projets, des start-up, et pourquoi pas bâtir des multinationales pour partir investir hors frontières. Et le rôle de notre diaspora qui est à l'étranger, répartie dans le monde, qui a une forte capacité ou de financer, ou d'investir, ou d'accompagner ces investissements à travers le monde. Et ils sont les meilleurs ambassadeurs pour nos produits quand on vise 30 milliards d'exportations en 2030. D'ailleurs, cela s'accompagne, il faut le souligner, d'une politique ambitieuse de diversification de notre économie hors hydrocarbures. Et effectivement, je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire que les Algériens résidant à l'étranger sont les bienvenus pour apporter leur pierre à l'édifice. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme je dis les gouvernants, je parle d'institutions qui sont en train de faire les fondations pour bâtir ce gratte-ciel qui est à la portée des aspirations de cette nouvelle jeunesse, parce qu'on ne peut pas bâtir un gratte-ciel sur du coffrage. Alors justement, peut-être pour paraphraser un peu ce que vous dites, messieurs, la position aujourd'hui régionale de l'Algérie, la position diplomatique, son influence, en tout cas au niveau régional, peut expliquer cet intérêt croissant des médias étrangers qui sont venus en nombre pour donc couvrir ce scrutin, ces opérations de vote. On va y revenir dans un petit moment. On a évoqué, Mohamed Achir, l'économie. C'est le moment peut-être d'en parler. 3 candidats, 3 courants de pensée et 3 programmes politiques et économiques. Est-ce que vous pensez que justement les électeurs ont pu distinguer en tout cas les nuances et les visions politiques et économiques entre ces 3 candidats? Est-ce qu'il y a eu vraiment des programmes diversifiés? Je pense que d'abord il faut retenir, ou bien il faut relever un peu la concentration des programmes sur les questions économiques et sociales. On peut dire que les 2 tiers
programme focalisé sur ces questions économiques et sociales. Il y a le volet social qui a pris aussi une part très importante, il y a le volet économique. Et dans ce volet économique, on peut, c'est-à-dire faire une distinction dans les approches de réalisation des programmes, mais pas dans les objectifs. En tout cas, les objectifs, pratiquement, sont similaires. La diversification de l'économie algérienne, faire sortir l'économie de sa dépendance des hydrocarbures, la sécurité alimentaire et l'investissement massif dans l'agriculture au sud du pays, la question des terres agricoles, les questions aussi de pôle industriel, le secteur public marchand, la question surtout du secteur public marchand. Il y a eu des propositions des 3 candidats, même si dans les approches on retrouve des méthodologies différentes de mise en œuvre ou bien de mode d'emploi, mais l'objectif est pratiquement le même. Comment rendre le secteur public marchand performant, compétitif, etc. Et puis la question aussi de création d'emplois, investir dans ou bien valoriser toutes les ressources dont dispose le pays, les ressources naturelles, surtout les ressources minières. Donc je pense que tellement il y a eu beaucoup de débats durant les 5 dernières années sur l'économie, donc les candidats ont pratiquement repris les mêmes enjeux, mais avec certaines différences, bien entendu. Par exemple, dans les questions sociales, on relève des différences. Donc, il y a un candidat qui propose un revenu minimum universel, un SMIC à 40 000 dinars, mais il y a un autre candidat aussi qui est dans la continuité des augmentations de salaire, un autre qui est dans une augmentation progressive, etc. Donc, dans les méthodes, il y a des différences, mais l'objectif est le même. Comment améliorer le pouvoir d'achat des Algériens, améliorer les conditions de vie des Algériens et comment surtout réhabiliter la classe moyenne. Donc on retrouve ça pratiquement dans les 3 programmes. Il y a aussi la question surtout de l'entreprise. Donc la PME par exemple, on voit que même la petite et moyenne entreprise était au centre aussi des programmes économiques de ces candidats, étant donné que, y compris aussi les startups, donc les 3 ont évoqué leur façon de voir le développement des startups en Algérie. Donc, pratiquement, les enjeux qui sont liés à la diversification de l'économie algérienne et aux réformes, aux fondamentaux des réformes, surtout la question des réformes monétaires, bancaires et financières, et la question aussi de l'économie informelle a été évoquée très largement. Justement, c'est un peu ce qui a figuré dans le rapport, dans le dernier rapport de la Banque d'Algérie, qui fait une sorte d'autopsie de l'économie nationale. Et il y a entre donc les problématiques structurelles et conjoncturelles, comme le définit justement le rapport, l'inflation, la maîtrise de la balance des paiements, la croissance et les réserves de change. Justement, est-ce que vous pensez que les candidats ont apporté dans leur discours politique des réponses à ces problématiques? Oui, par exemple, pour l'inflation. Oui, pour l'inflation. On a remarqué que les 3 candidats ont parlé de cette question d'inflation. Il y a eu même des chiffres avancés de baisse de cette inflation à 4%, etc., voire moins. Oui. Et justement, concrètement, il y a un candidat, c'est le président sortant, Abdelmadjid Tebboune, qui parle de l'organisation de la distribution, parce qu'il y a une origine inflationniste qui est liée au système de distribution et de la continuité de lutte contre la spéculation. Pour stabiliser, donc il parle même du contrôle des prix, surtout des produits de première nécessité. Oui. Comme il y a aussi la question, il y a un candidat qui a évoqué le problème de la circulation fiduciaire hors circuit bancaire, parce que cette circulation, effectivement, est très importante, qui a été déjà même citée par le rapport de la Banque d'Algérie, environ 6 500 milliards de dinars qui circulent hors banque. Et cela, c'est-à-dire, ne permet pas au gouvernement
de mieux contrôler justement cette inflation. Quand on a 6 500 milliards de dinars, c'est le rapport de la Banque d'Algérie qui le souligne, hors circuit bancaire. Donc on a quand même, c'est 34% de la masse monétaire. C'est plus de 30%. Donc dans ce cas-là, il y a un grand problème pour contrôler. Et cet argent-là, il finance quoi? Il finance aussi la spéculation. Il finance. Donc, ces questions-là. L'inflation et l'économie parallèle sont les défis d'ailleurs évoqués. qui posent le plus. Et puis, il y a une question aussi qui a été abordée, c'est un peu la mise en œuvre de l'impôt sur la fortune. Parce que ça a été institué par la loi de finances complémentaire de 2020, mais à ce jour, il n'est pas encore. C'est-à-dire appliqué, et faute de quoi, bien sûr, aussi du poids de l'informel, c'est-à-dire en termes même d'identification des fortunes, que ce soit des biens immobiliers, etc. Donc cette question aussi a été quand même évoquée par les candidats, et certains ont proposé même des procédures de mise en application de l'impôt sur la fortune. Mais il faut savoir juste que cette inflation, elle est conjoncturelle. Et que quelque part, cette inflation, c'est un mal pour un bien, parce qu'elle est venue dans le sillage d'une stratégie gouvernementale de sauvegarder la souveraineté nationale, parce que la souveraineté nationale aujourd'hui passe par la souveraineté économique qui est basée sur 5 piliers: la sécurité sanitaire, la sécurité alimentaire, la sécurité industrielle, énergétique, hydrique. Et donc tous ces programmes-là sont liés par cette relance économique qui se base sur la diversification des produits, surtout alimentaires, et aller vers la production de matières premières qui va nous rendre indépendantes des lobbies, je vais dire économiques, étrangers. Et même cette aide sociale aujourd'hui qui nous coûte en dollars ou en euros sera rétablie immatériellement en dinars quand on va produire des produits surtout de première nécessité dans la santé ou dans l'agroalimentaire qui seront 100% algériens. Donc je pense que crescendo, l'inflation va baisser et on va partir sur la revalorisation du dinar. Alors on va sortir du volet économique puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps avant la fin de cette émission. Et je le disais, ce scrutin présidentiel a suscité un intérêt certain auprès des médias internationaux. Un grand nombre de télévisions, radios et autres supports médiatiques étrangers ont dépêché des équipes renforcées pour couvrir cet événement, donc l'élection présidentielle en Algérie. On voit tout cela dans le reportage de Amal Bouakba. Au Centre international de presse, une centaine de journalistes étrangers accrédités représentant une vingtaine de pays suivent de bout en bout l'opération électorale. Je suis correspondant pour Al Jazeera English. Les journalistes de la chaîne pensent qu'il est d'une grande importance de couvrir un tel événement politique. L'Algérie est un pays d'une puissance régionale avec un rôle également sur la scène internationale croissant ces dernières années. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous assurons une couverture entière de cette présidentielle. Nous nous sommes déplacés tôt le matin pour voir l'opération dans les bureaux de vote et nous avons constaté que tout se déroule dans de bonnes conditions. Donc, depuis l'ouverture, on était sur place et on a travaillé librement. Tous les moyens ils sont là, la gratuité aussi, des studios, des moyens de logistique au niveau du centre. Et montrer aux gens à quel point ces élections sont objectives en fait par rapport, ce sera le choix du peuple. Nous nous sommes déplacés au centre de vote pour couvrir cette présidentielle et nous avons constaté que tout s'est bien déroulé. Nous saluons aussi les moyens mobilisés au CIP au profit des médias. Les journalistes rencontrés au CIP ont mis en avant les conditions optimales réunies pour leur permettre de couvrir cet événement important. L'intérêt porté par les médias étrangers traduit la place incontournable de l'Algérie sur la scène régionale et internationale. Alors voilà, donc on en parle justement sur le plateau. La présence des médias étrangers est aussi un indicateur du fait que, Sami Kaidi, du fait que l'Algérie joue un rôle dans sa zone d'influence, hein, si on peut dire les choses comme ça, et même au-delà. On le voit, vous l'avez dit tout à l'heure, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, où l'Algérie tient un siège de membre non permanent pour défendre la cause palestinienne, la cause sahraoui au niveau régional en tant qu'observateur aussi, de soutien aussi à d'autres causes et à d'autres pays qui sont en difficulté comme la Libye.
Justement, est-ce que c'est quelque chose qui doit se poursuivre, notamment avec le prochain président de la République, mais avec quels moyens, j'allais dire? J'ai envie de dire que, par essence, et dans l'ADN même de l'Algérie, figurent nos principes et nos valeurs dont découle notre politique étrangère, qui est cette défense des causes justes, de se lever, de se dresser avec l'opprimé contre l'oppresseur. Et pour cela, tous les moyens sont bons, c'est-à-dire les moyens diplomatiques, on a pu le voir aux Nations Unies, mais également les moyens médiatiques, avec les chaînes de la télévision algérienne, que ce soit Canal Algérie, mais aussi les autres chaînes, qui accompagnent aussi nos positions diplomatiques et qui travaillent dans ce sens-là. On a pu voir des journalistes de la presse étrangère et dans tous leurs témoignages ressort le fait que l'Algérie est un pays pivot, c'est la puissance régionale par excellence et c'est un pays qui connaît un redéploiement sur la scène internationale et notamment sur notre scène régionale en Afrique où bien entendu il y a eu ces dernières années l'ouverture de nombreuses banques algériennes notamment au Sénégal, en Mauritanie et bientôt en Côte d'Ivoire, mais également ce projet du gazoduc qui devrait traverser le Nigeria et le Niger puis l'Algérie pour aller transsaharienne aussi, la transsaharienne, le projet de la route à fibre optique aussi et dans mon travail aussi en qualité de journaliste du quotidien Le Moujahid, j'ai pu interviewer une journaliste allemande de la télévision allemande, donc ZDF, qui a couvert pour la première fois une élection dans notre pays en Algérie et qui était extrêmement satisfaite de sa première expérience ici et qui m'a... Justement, on revient à l'image peut-être négative qui est souvent propulsée, notamment dans les réseaux sociaux sur l'Algérie. Et lorsque la presse se déplace et voit peut-être sur place que ce n'est pas toujours la réalité. Elle voit tout un autre... de ce qui est dispensé, effectivement. De cloche. Elle voit qu'effectivement, en Algérie, les personnes jouissent d'une sécurité totale, que l'on peut sortir de nuit comme de jour, que effectivement, les Algériens sont extrêmement chaleureux et généreux, c'est ses propres mots que j'ai constatés et qui rappellent aussi que finalement beaucoup de mauvaises choses sont dites et sont fausses sur notre pays. Alors on terminera sur une dernière question sur ce scrutin présidentiel qui, selon de nombreux observateurs, prépare déjà ou donne déjà une perspective de ce que sera la reconfiguration politique donc notamment pour les prochaines échéances électorales et donc les législatives qui se profilent donc bientôt dans le calendrier électoral. Est-ce qu'il y aura, Mohamed Hani, je vous pose la question à vous, cette reconfiguration politique que l'on attendait déjà depuis les dernières législatives et qui ne s'est pas en tout cas esquissé peut-être de manière aboutie, puisqu'il y a une force nouvelle qui a intégré notamment l'Assemblée populaire nationale, qui sont les indépendants. Elle a intégré avec force, mais la reconfiguration de l'activité et donc du paysage des partis politiques n'a pas eu lieu. Alors, traditionnellement, quand il y a une élection présidentielle, quand il y a un nouveau président, bien évidemment, il y a une dissolution de l'Assemblée. D'une manière générale, on verra les résultats, mais au jour d'aujourd'hui, il reste 2 années avant la fin du mandat, donc en 2026. De la législature actuelle. Il y a des échéances avant, parce qu'il y a un redécoupage, donc il y a déjà des élections locales. Ce qui suit derrière, c'est les élections sénatoriales qui sont déjà prévues pour le mois de novembre, normalement. Donc, je pense, honnêtement, qu'on est un peu loin d'une dissolution de l'Assemblée. Surtout une Assemblée dont la deuxième force, c'est les indépendants, qui ont toujours apporté un soutien au candidat Abdelmadjid Tebboune. Donc s'il est réélu, je pense qu'une assemblée, c'est une assise. Après, c'est clair que ça va suivre pour rééquilibrer un peu, parce qu'il y aura des wilayas qui n'auront pas de représentants, ou bien d'autres wilayas qui auront des représentants en plus, vu qu'un député est censé représenter un nombre bien précis de citoyens. Oui. Moi, je voudrais juste rebondir sur la presse et médias internationaux. Il faut savoir que l'Algérie, pour cet événement, ce scrutin du 7 septembre, a délivré sans accréditation aux journalistes étrangers et leurs accompagnateurs, représentant 19 pays, représentant 50 chaînes internationales, en prenant aussi en considération
les correspondants permanents des chaînes étrangères ici en Algérie qui sont au nombre de 39. Donc, c'est des élections qui sont transparentes, dans une urne en verre, voilà, et ouverte à tous ceux qui veulent venir, venir voir, et pour faire taire ceux qui veulent absolument porter préjudice à ce scrutin. Pour la reconfiguration politique. La reconfiguration politique, je pense qu'on est sur un acheminement nouveau en matière d'organisation d'élections, telle qu'elle soit, d'approche de campagne électorale et surtout de comportement du tissu politique qui aujourd'hui est mené à je vais dire, abolir et laisser derrière un discours classique qui a fait fuir beaucoup d'intéressés politiques, surtout les jeunes, et surtout l'élite. Surtout qu'on compte sur l'élite en sachant que l'élite se divise en deux. Il y a ceux qui ouvrent les pistes, il y a ceux qui drainent la société, et parmi eux, il y en a qui sont parmi la diaspora. Donc je pense qu'on a de très beaux jours en ce qui concerne l'acheminement politique. Mohamed Hachir. Je pense que cette échéance présidentielle a déjà marqué les prémices d'une future, peut-être, reconfiguration politique. Nous sommes déjà dans pratiquement 3 Corans. Un Coran, disons, représenté par Abdelmajid Tebboune, c'est le Coran, disons, bon, je qualifie ça de nationaliste républicain, un Coran patriotique et démocratique, et un Coran, bien sûr, de l'islam modéré, etc. Donc là, c'est une configuration quand même des appartenances politiques, un peu, des tendances un peu c'est-à-dire des tendances importantes qu'on a dans le... Donc ça pourrait se calquer sur les prochaines échéances. Je veux dire les tendances les plus représentatives dans la société. Et ça, je pense, c'est une bonne perspective pour le système politique algérien, parce qu'on a besoin d'avoir des courants très forts, très bien organisés, et construire justement autour de, pourquoi pas, de cette diversité démocratique, et construire des partis forts, parce que le pays a besoin de société civile, certes, a besoin d'indépendants, pourquoi pas, mais surtout il a besoin de partis forts, organisés. D'ailleurs, pour cette élection présidentielle, on a remarqué que les indépendants n'ont pas pu, c'est-à-dire récolter les signatures nécessaires. Mais par contre, les partis qui sont organisés, qui ont des structures, qui ont des militants, facilement... On reste dans un schéma classique, électoral classique. Il est très important dans les démocraties, disons, qui ont c'est-à-dire une tradition Ce sont les partis, mais il y a des partis qui orchestrent un peu l'activité électorale. Mais on va vers un schéma évolutif. Oui, un schéma politique évolutif, oui, qui va s'auto-régénérer de lui-même, et je maintiens, s'auto-assainir de lui-même aussi. Moi, j'ai envie de dire que la refonte aussi de la classe politique est déjà présente sous nos yeux, et elle est le fruit aussi de cette politique ambitieuse de lutte contre, de l'éloignement de l'argent sale en politique, cette politique aussi d'assainissement de la vie politique par plusieurs moyens, dont moralisation et la moralisation via aussi des textes juridiques clairs, nets et précis, ont permis aujourd'hui d'avoir, j'ai envie de dire, une offre politique qui est totalement différente et qui est assez claire. Sami Kaidi, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien El Moudjahed. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Je remercie également Redouane Khalif, politologue. Merci également à Mohamed Hachir, élu à l'APN, à l'Assemblée populaire nationale, et président de la Commission des affaires étrangères de l'APN. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'ai remercié tout le monde. Mohamed Hachir, je vous ai remercié. Merci vous aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle suite des programmes et je vous dis à bientôt. Au revoir.